Combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Louis, qui est le cofondateur et CEO de BioBurger. Louis, merci beaucoup de participer à notre podcast. Pour commencer, je vais te poser un petit peu la question rituelle qui est, c'est quoi ton combo gagnant au travail ? Le premier, je dirais, alors ça va faire un peu bateau comme ça, mais c'est vraiment vrai, c'est le pourquoi. C'est le sens, quoi. Enfin, c'est pourquoi on va travailler, quoi. Et c'est super important parce que si on l'a pas, on perd pied dans les moments difficiles. Donc moi, j'essaye de me poser toujours la question de pourquoi je fais les choses et notamment pourquoi je travaille. Donc chez BioBurger, ça tombe sous le sens puisqu'on a des vraies valeurs engagées et donc quand ça va pas bien, je sais que je vais dans l'essence de mes croyances et de ce qui me semble important comme apport pour la société. C'est important pour moi aussi que mon temps de travail soit utilisé pour contribuer, rajouter ma pierre à l'édifice à la société. Donc on contribue à la valeur économique, on paye des charges sociales et compagnie et aussi on promeut un modèle d'agriculture auquel je crois. Donc ça, c'est mon sens et je pense que c'est hyper important. Et le deuxième, c'est plus perso, c'est l'équilibre psychico-corporel mental. En gros, il faut que je sois bien dans mes baskets. Et moi, pour être bien dans mes baskets, il faut que je cours. Notamment, pas que, il faut que je cours. Donc pour moi, il y a 3 piliers dont on parle beaucoup en ce moment dans tous les sens, mais sport, sommeil et alimentation. Et moi, le sport prend une place très importante et je me rends compte que ça prend du temps, mais que les jours où je ne cours pas, j'ai un mindset différent et beaucoup moins productif, beaucoup moins optimiste. Et du coup, j'ai besoin d'avoir cet équilibre. Je dis pas qu'il faut que je cours tous les jours, mais j'ai besoin d'être dans un équilibre, c'est pour ça que je disais psycho, machin, avec un certain minimum de sommeil, un certain minimum de sport et une alimentation qui me convient sur le moment. C'est pas forcément manger healthy, c'est manger quelque chose qui me satisfait sur le moment par rapport à mon humeur. Je peux me faire une grosse Ben & Jerry un soir, mais le lendemain, je vais manger quelque chose de healthy, du coup, j'aurai un espèce d'équilibre. Voilà. Donc, c'est un équilibre comme ça dans ma tête qui me permet, du coup, le sens plus ça, me permet d'être bon au boulot. Et est-ce que tu as couru aujourd'hui ? Non, mais hier, oui. Okay. Non, mais là, je suis en récup aujourd'hui. Demain, je recours. Très bien, on peut commencer alors. Louis, il existe énormément de concurrents côté burger. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu lancer ce projet avec ton cofondateur d'ailleurs qui s'appelle Anthony en juillet 2011 déjà ? Déjà en juillet 2011, le marché c'était pas du tout le même. Il n'y avait pas la concurrence qu'on connaît aujourd'hui. En 2011, il y avait McDo, Quick, il n'y avait pas encore Burger King. Et il y avait quelques restaurants qui faisaient des burgers comme ça, mais en fait, c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, il y avait déjà McDo, mais je veux dire, sur le burger, du coup, de qualité, le burger bien fait, il n'existait rien. Et donc, on a eu cette idée en même temps que d'autres, en fait, finalement. Nous, on l'a eu en 2008, l'idée, pendant qu'on était en école de commerce. Parce que justement, j'aime bien dire qu'on est de la génération McDo, on a un peu grandi avec ça, même si on ne mangeait pas tous les jours, mais on aimait le produit, on aimait le hamburger, mais en fait, à chaque fois, on avait cette culpabilité qu'on connaît tous, de manger des ingrédients pas top, quoi. Cet sentiment de culpabilité. Et en sortant, en fait, c'était Quick à l'époque, je me rappelle. On avait mangé chez Quick, on avait pris deux Quick and Toast avec Anthony chacun la veille. Et puis le midi, le lendemain, on se disait, où est-ce qu'on va manger ? On se fait un burger. Mais non, on va pas encore se faire une bouffe de... Et là, on s'est dit, mais pourquoi il n'existe pas des burgers bien faits, en fait, des burgers qualitatifs ? Donc ça n'existait pas. Et la différence qu'on a eue, par contre, nous, par rapport à d'autres enseignes comme Big Fernand et compagnie qui se sont créées vraiment, genre Big Fernand, ils ont ouvert 6 mois après nous, c'est qu'on avait cette dimension bio, d'une part, donc 100% bio, j'y reviendrai, et aussi le prix, parce qu'aujourd'hui, il faut en parler, parce que quand on a ouvert en 2011, on avait un menu burger frites boisson à 10 €, et Big Fernand sont arrivés avec un menu burger frites boisson à 15 €. Il y avait Camion qui fume, il y avait Blend, enfin tous ces enseignes-là étaient alignés avec ce prix-là assez élevé, donc ils avaient voulu faire vraiment un burger beaucoup plus cher, alors que nous, notre prisme, c'était on veut faire aussi bien de McDo, en termes de prix, mais pour des produits bien meilleurs. Bon, c'était un peu utopiste aussi, mais du coup, on s'est situé entre les deux. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que 14 ans plus tard, Big Fernand et compagnie ont des formules à peu près à 19-20 €, nous à 14,50 et McDo à 10-11. Donc on est toujours entre les deux en fait. McDo, ils sont encore à 10-11. Alors moi, je vais jamais au McDo. Je sais que quand des amis y vont, j'ai l'impression que c'est hyper cher maintenant. Alors c'est 10-11 la formule, mais en fait chez McDo, vous prenez jamais qu'une formule.
Et déjà, passer la barre des 10 euros symboliques, pour eux, ils ont passé ça pendant l'inflation, 2022-2023, et c'est déjà une grosse barrière psychologique pour eux. Mais si je prends le menu Big Mac, c'est à peu près ça, c'est 10 euros, 10,50 euros. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je parle du prix parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup drivé, qui nous a beaucoup posé de contraintes et en même temps qui nous permet aujourd'hui d'être là, et qui vient de notre envie initiale, c'est faire un burger bien fait, engagé écologiquement, et ce qui est très important, c'est qu'on estime que les citoyens ne peuvent pas payer plus cher pour être engagés au niveau écologique ou pour faire attention à leur santé en fait. C'est juste normal, donc c'est à nous, entreprises, de trouver des solutions à proposer pour faire ça. C'est ça quelque chose qui est très important, qui est un peu utopiste, mais qu'on arrive quand même aujourd'hui à démontrer et à tenir debout avec cette offre-là, à la fois 100% bio, et 30% plus cher que McDo, mais 30% moins cher que Big Pharma et compagnie. Et vous avez mené des études de marché. Comment vous avez su, au niveau du prix, que ça allait fonctionner? Si à l'époque, il n'y avait pas de concurrence directe, ça ne vous a pas fait trop flipper de vous lancer? Si, quand on est étudiant, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on n'a rien à perdre, donc de toute façon, on se lance, on prend des risques. J'ai 37 ans, c'est sûr que maintenant, j'aime moins le risque. Donc on prend des risques. Par contre, oui, en études de marché, si on en a fait, mais je me rappelle, quand on était étudiant, on utilisait en fait le projet BioBurger en cours, en fait, pour faire des cours dessus. Donc en marketing, au lieu de faire sur des projets factices, bosser sur BioBurger, elle bossait aussi sur Mille et un Menus, qui est devenu ZenChef. On est chez Combo, donc ZenChef aussi, ça fait partie des grosses marques du food service et compagnie. Xavier Zetoun, c'était un pote de promo, donc c'était soit sur Mille et un Menus, soit sur BioBurger. Et donc on a fait des études de marché via ce biais-là, mais des études de marché faites par des étudiants, mais on a quand même fait des questionnaires et compagnie. Et il y avait un réel intérêt qui est toujours démontré, de retrouver de la bio en restauration. Et en termes de prix, d'autres ont fait beaucoup plus que nous et c'est passé. Donc finalement, en termes de prix, on n'était pas du tout exorbitant par rapport à le tour de force qui est arrivé à faire dans les premières années, un Big Fernand à vendre des burgers frits de boisson à 15 euros, quoi. Pour l'époque, j'entends. Mais donc justement, comme tu le disais, vous avez des convictions qui sont hyper fortes, tous les deux, du 100% bio. Déjà, j'ai lu pas mal de tes posts sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était pas une mince affaire. Pareil, pas de congélo. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah Est-ce que c'est... Ouais. Au début, on en avait. Au tout début, on avait de la viande congelée, surgelée, comme McDo et compagnie, les premières années, 2-3 ans à peu près. Et on est arrivé, grâce à un partenaire, à basculer en frais, en façon bouchère, au fur et à mesure de nos relations, parce qu'on a eu un partenaire transformateur qui nous a fait confiance très tôt. Une belle aventure humaine avec qui on travaille toujours. Et maintenant, on passe plus de 1% du bœuf bio français. Donc le commercial à l'époque, il a eu le nez creux. Et oui, on n'est pas en fait en surgelé, toujours pareil, pour essayer de faire quelque chose d'ultra frais et d'ultra qualitatif. Alors, faut pas jeter non plus, tirer à boulet rouge sur le surgelé. Il y a des choses en surgelé qui sont très bien, ça dépend ce que vous avez. Pour la viande, ça altère quand même un peu le produit en termes de qualité. Vous avez d'autres produits qui peuvent être très bons en surgelé, donc ça nous pose aussi malgré tout des contraintes, mais voilà, c'est une démarche aussi de montrer qu'on bosse en frais avec des ingrédients en qualité, donc ça nécessite pas mal de contraintes logistiques, mais ça permet à la fin d'avoir un super produit, quoi. Et donc ces convictions, comme tu disais, elles viennent de convictions personnelles, mais aussi j'imagine de convictions avec peut-être une tendance qui allait émerger à cette époque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Ouais, déjà ça a évolué dans le temps. Donc si on prend le moment où on a eu l'idée, effectivement c'était un mi-chemin entre c'est un marché porteur, croissance à 2 chiffres à la bio jusqu'à il y a 3 ans, c'était croissance à 2 chiffres depuis 20 ans. Et aussi conviction, donc ce que je dis souvent, c'est qu'on a été sensibilisés à ce que c'était par nos parents, qui n'étaient pas non plus des ayatollahs, mais qui étaient quand même des gens, soit Anthony ou moi, qui achetaient certains produits bio et qui nous avaient expliqué ce que c'était, sans être des 100%, quoi, mais on avait l'huile d'olive, on a quelques produits, on savait ce que c'était. Et moi j'avais toujours voulu, enfin pas toujours, mais depuis juste avant mon école de commerce, je me rappelle quand j'étais au lycée, je m'étais dit qu'un jour je voudrais entreprendre dans l'écologie. Pareil, parce que je savais que c'était un défi de demain, donc j'avais 16-17 ans, donc c'était en 2005, quoi. En fait, je voyais que c'était important et que aussi, je pensais que ça allait être porteur aussi économiquement, quoi, le mélange des deux. Ce qui est sûr, c'est qu'en 14 ans, nos convictions, elles se sont vachement affirmées parce qu'on a vu ce qui se passe et on a vu ce que c'est, les exploitations bio. On a vu les gens qui sont derrière. On a monté en compétence en fait sur les problèmes de l'agriculture. Et donc on a une vision assez claire de ça et ça ne fait que conforter nos engagements en fait. Moi avant je mangeais pas 100% bio. Ça fait 6 ou 7 ans que je mange 100% bio. Alors oui je vais au resto et compagnie mais chez moi c'est 100% bio. Ça l'était pas avant. Donc forcément être au contact de tout ça ne fait que renforcer. Biocop est rentré chez nous en 2018, forcément j'ai vu ce que c'était Biocop de l'intérieur, c'est une super boîte. Pareil, c'est vraiment pas du bullshit Biocop. Donc voilà, ça forge aussi un avis, une opinion, et ça nous renforce en fait dans notre volonté de démocratiser la bio, parce que aussi ce qu'on a compris, c'est que la bio elle est pas suffisamment bien mise en avant, il y a pas assez de moyens qui sont mis dedans, c'est perçu comme chiant, comme
parfois pour des hippies extrémistes, surtout en ce moment, ça remet en question et compagnie, pas une bonne promotion qui est faite derrière par rapport à l'enjeu. Et donc nous, on essaye en fait de montrer ça de manière beaucoup plus sympa, sexy, surtout pas donneur de leçons, surtout pas. Et donc des convictions assez fortes sur l'entreprise, sur les produits depuis le début. Côté RH, est-ce que vous aviez aussi des envies d'avoir certains types de managers, certains types d'équipiers? Comment ça se passait? Alors nous, sur la RH, tout s'est fait de manière naturelle. Moi, j'ai jamais vraiment lu de bouquin de management. Je sais toujours pas si c'est la bonne méthode, mais on a toujours managé avec notre bon sens et notre caractère, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Je touche du bois, je pense que jusqu'à date, on s'est pas trop mal débrouillé. Donc on a un management à la bisounours, quoi. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des défauts, c'est-à-dire que quand vous devez vous rendre compte qu'il faut se séparer de personnes, c'est beaucoup plus difficile, vous mettez beaucoup plus de temps à vous rendre compte, vous mettez de l'affect. Donc ça, c'est pas super en tant que manager, mais vu qu'on avait une boîte avec un objet vrai, un sens, en fait, ce management-là est bien adapté avec une boîte qui a du sens, parce que du coup, vous avez des gens qui sont quand même engagés, et donc qui sont investis de leur mission, et on n'a pas besoin du bâton pour les faire avancer, parce qu'en fait, ils croient au projet. Donc ça nous aide beaucoup au quotidien. C'est que, je dis pas 100% des salariés, mais une grande majorité, même dans les équipes, sont sensibles à ce qu'on propose. Et donc du coup, vous avez des gens qui sont investis d'une mission. Et donc management qui se veut... alors j'utilise plus le mot bienveillant, mais je sais jamais quel mot utiliser à la place. Plutôt par le côté cool, en essayant de prendre soin des gens, mais de manière naturelle, sans trop en faire. On fait pas non plus des trucs de ouf. En fait, c'est juste qu'on essaye d'être humain. Et pour l'instant, ça réussit bien, mis à part ce que j'ai dit. C'est que parfois, quand il faut un peu serrer la vis, ou alors se rendre compte que forcément, dans une aventure entrepreneuriale, il y a des personnes avec qui ça ne matche pas, plus difficile. Oui, il y a plein de témoignages qui disent qu'effectivement, en resto rapide, d'ailleurs comme en resto traditionnel, travailler dans des cuisines, travailler dans des restaurants, c'est compliqué, on nous parle mal. Et bon, déjà, les horaires sont parfois aussi complexes. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui essayent de mettre un peu d'humanité dans le... Ouais, et je pense que... Alors, il n'y a pas que l'humanité, là-dessus, ça c'est un super point. C'est que... Alors, la traditionnelle, moi j'ai bossé un peu, c'est extrêmement difficile. On peut beaucoup moins mettre de process, on peut en mettre, mais moins. En rapide, ce qui est bien, c'est qu'on peut processer. Et nous, c'est vraiment une marque de fabrique, c'est que nos cuisines, c'est des mini-usines. On a vraiment tout processé très tôt. Et en fait, l'avantage que ça a, c'est quand c'est bien fait, c'est au profit de tous. Donc, du produit qu'on sent, ça c'est la base de l'industrialisation. Mais quand on bosse avec des bons produits, à la fin on a quand même un produit constant, mais avec une bonne qualité de produit. Il n'y a pas forcément que des produits dégueulasses dans l'industriel. Et surtout, en fait, une qualité de travail des équipes. C'est-à-dire que si vous apportez des outils, l'équipier, en fait, ça lui simplifie le travail. Et ça permet d'avoir des conditions qui sont beaucoup plus sympas que quand c'est le bordel, quoi. Nous, au début, c'était le bordel et les conditions de travail, étaient beaucoup moins bonnes. Et donc, quand vous le mettez au service, en fait, de ça, avec cette optique-là, ce prisme-là, l'industrie est au bénéfice, je pense, des équipes. Mais pour peu que ce soit fait dans ce prisme-là. Et nous, in fine, même... économiquement, ça nous revient, puisque des équipes qui sont un peu moins stressées par leur boulot et par le coup de feu sont des équipes qui sont plus souriantes, qui restent plus, qui travaillent mieux et compagnie, et compagnie. Et ça, pareil, on l'a fait un peu sans s'en rendre compte, en fait, vraiment, mais c'était du bon sens, en fait, pour pouvoir avoir un restaurant qui fonctionne. Et toi, tu as eu envie de ça dès le début, d'être ce type de manager? Bon, j'imagine que oui, mais je sais que justement, on entend beaucoup de gérants, de managers qui peuvent dire les équipes, effectivement, que ce soit en rapide ou en tradi, elles sont là, elles vont partir demain, ça sert à rien de les former, ça sert à rien de passer du temps avec eux, autant faire en sorte que ça dépote sans s'occuper des petites préoccupations de chaque employé, quoi. Il y a un curseur là-dessus. C'est sûr que le turnover coûte très cher. Et donc il y a une limite en fait. Peut-être que nous on est dans l'extrême inverse. En fait on a très peu de turnover par rapport à la moyenne. On n'a jamais eu de problème de recrutement depuis le Covid et où tout le monde a galéré. Mes équipes me disent ça s'est très peu ressenti. Mais pour autant peut-être qu'on passe trop de temps justement avec nos équipes. Enfin je sais pas, je dis ça comme ça, mais on pourrait se poser la question de se dire peut-être que du coup on donne trop de temps à former, à prendre soin, à des avantages, de la flexibilité, etc. Parce que ça coûte aussi. Donc il y a forcément un juste milieu là si je parle purement économiquement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que on est toujours là, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Après, il y a des moments, ça fait quand même, là, le secteur restauration, c'est un peu compliqué quand même depuis 18 mois. Donc forcément, comme tout le monde, on rationalise. Et quand on rationalise, il y a des choses sur lesquelles il peut y avoir justement des tensions. On se rend compte que nos équipes ont besoin aujourd'hui de certains avantages, de certaines conditions, et qui sont importantes à garder. Donc il y a vraiment un juste milieu. Mais pour revenir sur l'histoire du management, moi quand j'ai commencé, je pensais globalement être trop naïf pour être entrepreneur et que j'allais me faire bouffer, que ce soit au niveau managérial ou au niveau business en général, quoi. C'est mon petit défaut et je pense que ça m'a desservi à des moments, mais ça m'a servi aussi, j'aime bien dire ça, c'est que je donne facilement ma confiance, mais je regrette pas de le faire parce que je pense que je me fais avoir une fois sur 10, mais que ça vaut le coup pour les 9 autres relations, quoi.
Je dis souvent, alors quand ça arrive, ça fait mal, on se remet en question, on se dit bon, faut peut-être que je sois un peu moins naïf. Mais au final, au bout de 14 ans, je pense que globalement, ça m'a plus servi que desservi. Ouais, je pense que c'est une bonne méthode. Faut pas être non plus trop naïf, encore une fois. Ouais, il y a un juste milieu, mais voilà un peu le style. Encore une fois, on revient à la personnalité. Je me suis jamais trop posé plus de questions que ça, quoi. Ouais, ça aurait peut-être été encore plus violent d'aller contre ta nature, de partir d'un point de départ très pessimiste pour au final avoir quelques belles surprises, mais en fermant un peu tout. J'ai pas suffisamment d'expérience dans tout ce qui est les cours managériales et les théories managériales, mais j'ai l'impression qu'aller contre nature, c'est difficile, voire c'est contre-productif, quoi. Chasser le naturel revient un galop, ou alors faut vraiment refaire un travail très fort sur soi, et est-ce que ça sonne pas faux? Enfin, je sais pas, doit y avoir des exemples et des contre-exemples. Moi, j'arrive pas à être contre nature, franchement. Heureusement, on se complétait un peu avec mon associé, Anthony, qui est un peu moins naïf et moins émotionnel que moi. Mais on restait quand même sur la même ligne globale, quoi. Tu parlais tout à l'heure de votre taux de turnover qui est très bon pour de la resto rapide. Est-ce que tu as quelques chiffres à partager? Est-ce que ça a évolué? Tu parlais de l'après-Covid, par exemple. Vous avez un pourcentage, vous avez calculé? En fait, c'est pas un KPI aujourd'hui qui a une importance pour nous, puisqu'on est bon dessus. Par contre, je sais, oui, qu'on est en dessous de 100%, qu'on est autour des 90%, je crois, de mémoire. Ce qui, pour la restauration, ça paraît comme ça beaucoup, mais en fait, pour la restauration, c'est pas beaucoup, parce que de fait, on a des étudiants qui, de toute façon, en septembre, on a des plannings qui changent, et donc partent. Par contre, je crois que la moyenne du secteur, si je me trompe pas, c'est plus de 100, c'est 110, 115, je crois, à peu près. Donc on en est là. Ça va varier légèrement en fonction des restaurants et des directeurs, évidemment, en place. Le directeur a un rôle central, fondamental dans notre construction aujourd'hui BioBurger, forcément. On délègue beaucoup, donc le directeur a vraiment la main mise sur ses recrutements, sur son management, et du coup, ça crée des disparités légères en fonction des restaurants. Et comment vous les formez, justement, vos directeurs? La plupart du temps, nos directeurs, ils sont issus en fait des équipes. Il y a quelques directeurs qui ont été recrutés directement, mais c'est pas du tout la majorité. Donc en fait, c'est des équipiers qui sont passés leader, manager, puis directeur. Et du coup, ils sont formés par leurs pairs. Ils apprennent au fur et à mesure. Alors, un bon équipier ne fera pas un bon manager. Ça on le sait, un bon manager ne fera pas forcément un bon directeur. Donc c'est ça ce sur quoi il faut faire attention, puisque c'est pas les mêmes fonctions. Mais oui, c'est à peu près, je dirais, 75% de nos directeurs qui sont des anciens équipiers, et même nos superviseurs. Donc on a une équipe de 4 superviseurs. À part le superviseur en chef qu'on a débauché de chez McDo, ce sont des anciennes personnes qui étaient avant soit directeurs ou équipiers. Et donc là, les superviseurs, quel est leur rôle exactement? Les superviseurs, ce sont les personnes qui sont en charge de l'opérationnel des restaurants, donc qui sont en direct avec les directeurs de restaurants, qui sont chacun responsable d'une unité, ou avec les franchisés aussi. C'est-à-dire qu'un superviseur, il fait du propre et du franchisé, et il va être conseiller plutôt pour le franchisé opérationnel, donc tout ce qui a trait au métier pur. Donc ils vont gérer les ouvertures, ils vont gérer la supervision des plannings, des commandes, des stocks et des problématiques des directeurs. En fait, ils sont en liaison quotidienne avec les directeurs pour les coacher et les aider à faire bien leur boulot quotidiennement et leur apporter un support et tout ça, quoi. Donc ils se répartissent en fait au niveau territorial le réseau. Et justement, tu parlais de restaurants propres et franchisés. C'est quoi la répartition aujourd'hui? Ça représente combien d'employés au total? On a 12 restaurants propres, on en a 15 en franchise, et on a en salariés, donc on a à peu près 20 personnes par restaurant, 10 équivalents temps plein, parce qu'on a beaucoup de temps partiel. Et donc quand on multiplie, 20 x 12, ça fait 240 plus la tête de réseau, donc on est 260 en propre. Et si on rajoute 300 personnes chez les franchisés, ça fait 560 personnes. On sait justement, tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais on sait maintenant que les jeunes recherchent au-delà du salaire la flexibilité au travail et les avantages. Vous, chez BioBurger, qu'est-ce que vous faites pour attirer les talents? Ce qui nous différencie, avant de parler des avantages, donc c'est le sens de l'entreprise, même si c'est pas le critère numéro 1 pour les équipes, pour les jeunes aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui peut être différenciant et qui peut permettre de mieux recruter ou de mieux garder, conserver ces équipes. Après, en termes d'avantages purs, on va dire que c'est plutôt lié à la typologie de management, c'est-à-dire qu'on va être organisé avec le même fonctionnement qu'un McDo, par exemple, avec la modulation du temps des heures. La modulation du temps des heures, c'est que on a un contrat avec un nombre d'heures par semaine pour les équipes, et ils ne font jamais ce nombre d'heures, en fait, ou très rarement. En fait, ils font toujours un peu plus ou toujours un peu moins. Et ce fonctionnement-là, en fait, il peut être très mal utilisé ou très bien utilisé. C'est-à-dire que ça crée de la flexibilité dans les deux sens. Et donc, si vous l'utilisez mal, c'est une catastrophe. Si vous l'utilisez bien, c'est super, parce qu'en fait, l'équipier, il a des partiels. Trop bien, on fait tourner la balance, tu viens pas cette semaine, mais en fait, tu rattraperas tes heures. Donc, tu seras payé quand même ton salaire à la fin du mois. Pas une semaine de moins parce que tu as été partiel, non, tu seras payé. Par contre, dans les 3 prochains mois, tu rattraperas petit à petit ce que tu n'as pas bossé. Inversement, un absent, des problématiques, une suractivité. Bon, les gars, au lieu de bosser 15 heures cette semaine, vous allez en bosser 19.
17, et en fait, du coup, vous allez rattraper, peut-être pendant les partiels, justement. En fait, ça crée de la flexibilité dans les deux sens. Et c'est hyper important parce qu'on a des personnes dont c'est pas le métier premier, qui ont une vie à côté. Ils ont des partiels, il y en a aussi qui sont en freelance, qui ont une activité professionnelle à côté, qui se lancent, il y en a qui font du théâtre et compagnie, donc ils ont besoin, en fait. Donc, il y a vraiment un échange qui est fait avec nos équipes. Et ça, si c'est bien fait, c'est un vrai plus, cette flexibilité-là. Là, on revient sur la confiance. C'est du donnant-donnant avec le directeur. C'est-à-dire que tu m'as permis de faire mes partiels, je vais te le rendre. Et là, tu es en galère, il y a un gars qui manque, tu m'appelles, je viens. Voilà, je viens, j'annule le rendez-vous avec mon pote, je dois aller boire une bière. En fait, je vais aider mon directeur parce qu'en fait, il m'a permis... Enfin, tu vois. Donc, c'est ça qui est hyper important. Et j'insiste un peu parce que ça peut être vraiment aussi dramatique. C'est-à-dire qu'on peut aussi très mal l'utiliser. Le directeur qui est infâme, il va dire je m'en fous de tes partiels, par contre là j'ai une augmentation de niveau d'activité, tu viens. Ouais, l'équipier en fait au bout de 2 mois il va se barrer. Hein. Surtout aujourd'hui du coup. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui la flexibilité, ce temps, au-delà de l'argent, le temps disponible, c'est pas nouveau, tout le monde en parle, même pas chez les jeunes. Ça devient quelque chose qui est beaucoup plus important qu'avant, ce temps et cette flexibilité. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu Anthony Cointre à notre micro, qui est chroniqueur pour Très Très Bon et qui est cuisinier aussi, qui est gérant d'un restaurant. Et il disait en fait, ce qui est fou avec le Covid, c'est que les gens qui travaillaient en restauration se sont rappelés qu'ils avaient une vie. Et donc au final, en fait, ils ont envie effectivement de voir leur famille, leurs amis. Quand on sait qu'il y a plein de gens en restauration qui travaillent tous les week-ends, tous les soirs. Effectivement, je pense que la flexibilité, c'est ce qui va dénoter avec d'autres business, quoi. Exactement, et il faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. En fait, c'est qu'il y a quand même un business à faire tourner, et si tout le monde fait n'importe quoi, ça marchera jamais. Ça, c'est la limite peut-être de notre modèle avec peut-être des personnes dont c'est pas le métier premier, c'est qu'il faut arriver à montrer que, en fait, nous, on a des impératifs économiques, et que si ça se pète la gueule, ça se pète la gueule, quoi. Et ça, c'est plus difficile. Il faut vraiment ce côté donnant, pour arriver à ce que tout le monde s'y retrouve. Et là, on retouche à cet équilibre qui est fragile, et qui, dans des restaurants où ils peuvent manquer un petit peu d'activité, où il faut un peu serrer les vis, peut très vite arriver à quelque chose qui se dérègle en fait. Et ça, c'est du vrai management pointu. Et pour leur faire comprendre ça justement aux employés, est-ce que vous êtes transparent avec les chiffres de l'entreprise, du business ? Ouais, presque un peu trop peut-être, je sais pas. On est très transparent. Alors forcément, les équipiers ne connaissent pas les chiffres, mais peut-être pas assez. Par contre, on essaie vraiment d'être transparent jusqu'au directeur. C'est-à-dire, quand je dis transparent, c'est faire des séances de travail où on présente les objectifs, l'état de l'entreprise et compagnie. Après, il ne faut pas non plus les perdre avec des choses... Il faut que ça reste intelligible, compréhensible. Il ne faut pas non plus se perdre en trop de chiffres. Parfois, je me suis un peu perdu dans les chiffres, qui restent focus aussi sur leur KPI et leur PNL de leur restaurant. Mais c'est important qu'ils aient la big picture, ouais. Pourquoi ils bossent. Je pense que j'aimerais bien que ça aille jusqu'aux équipes, mais je ne sais pas trop comment le faire parce que là, on touche déjà un nombre de personnes important, qui sont pas tous au même endroit au même moment, ça devient public aussi, il faut faire attention, mais on revient sur le sens en fait, c'est pourquoi je bosse, pourquoi je vends mon burger aujourd'hui. Oui, alors il y a déjà le pourquoi, il y a la réponse, c'est la satisfaction client, ça c'est déjà un super truc, c'est que tous les jours vous voyez le smile des clients. Mais aller un peu au-delà pour certains équipiers ou managers, les managers sont un rôle très important aussi, ce sont des personnes chez nous qui peuvent faire les plannings, qui peuvent faire les commandes, c'est important aussi qu'ils comprennent dans quoi ils se placent. Et ça, peut-être qu'on a des progrès à faire là-dessus. Et la transparence, pareil, il y a des bons côtés, il y en a des mauvais. Je dis pas qu'il faut faire ça pendant toutes les boîtes. Quand on est trop transparent, quand il se passe des choses moins cool, il faut le dire aussi. Et du coup, ça peut se retourner aussi contre nous. Faire attention, c'est un peu, encore une fois, bisounours naïf. Mais jusqu'à présent, c'était plutôt positif. Et comment vous faites avec ces restaurants en propre et ces restaurants en franchise pour garder une même ligne directrice côté RH ? Les valeurs en fait de BioBurger, comment elles rayonnent à travers tous ces restaurants et ces franchises ? Non, en fait, le RH en franchise, il faut faire très attention. Parce que, justement, le franchiseur ne doit pas entraver la politique RH de son franchisé. En fait, c'est lui qui est responsable, c'est pas nous en tant que franchiseurs, il est chef d'entreprise, donc il fait bien ce qu'il veut avec ses équipes. Ça, c'est très important. Par contre, nous, on offre un cadre et des propositions. Par exemple, la modulation du temps des heures, on la propose, on ne peut pas l'imposer, sinon on devient responsable. Pareil, la grille salariale, nous, on la propose, et eux, ils en disposent, mais ils ne sont pas obligés de l'appliquer. Le recrutement, on va les aider au démarrage. Pareil, on va les former. Après, c'est à eux de gérer leur RH. Ça, c'est hyper important à comprendre. C'est la limite, en fait, qu'il va y avoir sur le franchiseur franchisé. On peut imposer un certain nombre de choses en franchise, mais les RH, ça fait partie des choses qui sont un peu sacro-saintes, comme les prix. On ne peut pas fixer un prix plancher, parce que c'est la libre concurrence. Et nous, on ne fixe pas ni de plancher ni de plafond chez nous. C'est-à-dire que vous devez laisser votre franchisé une liberté dans sa fixation des prix. Sinon, on peut imaginer 2 bioburgers qui sont pas assez loin l'un que l'autre. En fait, ce serait anticoncurrentiel d'imposer les prix.
Ça, c'est dans toutes les franchises. Mais pas plus tard qu'hier, il y avait des débats entre franchisés sur justement la fixation des prix. Et je finirai par ça parce qu'on peut faire aussi un lien avec les RH. C'est que chaque franchise est aussi différente et chacun a des enjeux différents. Le franchisé qui a son restaurant en plein cœur de Paris au Marais, il va pas avoir le même politique de prix que celui qui est dans une petite ville ou dans un quartier. Enfin voilà, et il faut s'adapter en fait. Et encore heureux. C'est toute la souplesse, c'est d'avoir le même concept, mais de pouvoir laisser suffisamment de degrés de liberté à chaque franchisé ou à chaque directeur, etc., pour qu'il puisse s'adapter au mieux à sa localité. Mais donc, comment vous les choisissez, vos franchisés ? Est-ce que vous avez déjà eu un fail, à un moment où un restaurant est, je sais pas, allé trop loin ou pas assez loin, justement, côté RH ou côté côté prix ? RH, côté prix, non. Côté prix, on n'a jamais eu de fail, et au contraire, c'est hyper cool parce qu'on en tire des conclusions. En fait, le franchisé qui fait un peu différemment, on va regarder ce que ça donne. Hyper intéressant. On va regarder ce que ça donne. Niveau RH aussi, il y a beaucoup de partage. C'était 1 ou 2 séminaires. On a Romain, notre franchisé historique, premier franchisé, qui a fait une masterclass sur mes RH. Comment je gère les RH ? Parce qu'en fait, il a des super bons résultats, que ce soit en termes de turnover ou d'efficacité. Nous, on regarde la VPHE, volume par heure équipier, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'on réalise par heure équipier. Il a des super valeurs par rapport à le volume de son restaurant, et en même temps avec des gens qui restent. Donc, Et donc il a exposé ça aux équipes. Du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir partager en fait l'expérience entre les franchisés. Et les fails, pas à ma connaissance. Alors forcément, il y a des... mais ça, c'est la vie visuelle. Il y a des licenciements, il y a des choses comme ça. Il se passe des choses comme ça. Après, des fails niveau RH. Et il y a des franchisés qui ont des résultats qui sont beaucoup moins bons que d'autres. Encore une fois, tout le monde n'a pas la VPHE de Romain, par exemple, ou d'autres. Pas qu'ils m'en veulent s'ils m'écoutent, il y en a d'autres qui ont des bons résultats, je le prends lui en exemple, mais voilà, là il y a une sensibilité différente avec des styles de management différents, il y en a certains qui vont être plus bâton, d'autres plus carotte et compagnie quoi. C'est sûr que le management dont on parle depuis le début de l'enregistrement qu'on a nous en propre, c'est pas le même chez les franchisés. Forcément on les a recrutés d'une certaine manière, donc on a une vision commune, notamment sur la bio, sur le positionnement, prix, voilà, sur le produit, la qualité du produit, tout ça c'est très commun. Globalement sur le RH on est à peu près sur la même ligne, mais il y a quand même des disparités forcément. Même d'un directeur à l'autre, je disais tout à l'heure, il y a des disparités. On reste une enseigne qui a la meilleure note Google des enseignes de burgers en France, et dans les points positifs reviennent de manière très récurrente l'accueil. Et ça, que ce soit propre aux franchisés. Donc je trouve que c'est un marqueur intéressant, c'est que nos équipiers en moyenne sont bien chez nous, puisqu'ils font pas la gueule quand les clients viennent, quoi. C'est à ça qu'on reconnaît aussi la satisfaction client qui fait plaisir, c'est qu'effectivement quand on va dans un resto et que tout le monde fait la gueule et que toute l'équipe est en train de s'engueuler, on n'a pas du tout envie d'y revenir, en réalité. Mais ça c'est le pire, on a tous vécu le moment gênant en restaurant où les équipes soit tirent la gueule, soit carrément s'invectivent devant le client. Mais ça y est, c'est terminé, quoi. Je dis pas que c'est pas arrivé une fois chez Burger, ça a dû arriver forcément plusieurs fois dans nos restos, mais l'idée c'est que ça arrive le moins souvent possible. Quand j'étais directement en resto avec des équipes, j'ai eu des bagarres et compagnie. Ah ouais. Ouais. Il y a eu une bagarre un jour et un des deux a été licencié, l'autre est parti. Et celui qui est parti aujourd'hui, c'est un des directeurs de nos restaurants. Voilà. Donc ça prouve bien que comme quoi la violence résout tout. Non, pardon, j'ai mal expliqué le truc parce qu'ils n'étaient pas responsables en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, quoi. On va parler maintenant de ton modèle économique. Vous avez fait plusieurs levées de fonds depuis vos débuts, depuis 2011. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer votre première levée de fonds ? Il y a 2 façons de faire pour moi quand on veut développer une chaîne de resto. Soit vous bootstrappez à 100%, c'est-à-dire que vous ne réinvestissez que ce que vous gagnez, auquel cas il faut tout de suite gagner pas mal et se serrer la ceinture et aller plus lentement, parce que c'est quand même capitalistique pour 2 raisons. Parce que 1, ouvrir un restaurant ça coûte cher. Et 2, la tête de réseau, à partir d'un certain nombre de restaurants, il faut quand même pas mal de monde si on veut arriver à construire un réseau solide. Je dis solide, ça je pèse mes mots parce que nous on a beaucoup investi pour créer quelque chose qui tienne la route et pour arriver à sortir un burger qui soit identique et bon dans nos 27 restaurants tous les jours. Ça c'est la qualité première du burger, c'est que peu importe les directeurs, les franchisés et compagnie, le burger il sort et il est bon. Franchement, et donc ça c'est lié à un ensemble de sourcing et de machines et de process principalement, mais aussi de management, mais voilà, même si on a des problèmes, souvent ça tire. Et donc ça, c'est de l'investissement. Et donc ça coûte. Et donc la levée de fonds, elle vient pour essayer d'ouvrir des restaurants un peu plus rapidement et aussi surtout de staffer une tête de réseau,
même si les restaurants ne sont pas capables de supporter cette tête de réseau. Mais toujours pareil, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Cette stratégie, elle impose aussi, à un moment donné, de se dire il faut que le truc soit rentable, quoi. Il y a des startups digitales qui sont jamais rentables, on sait très bien où ça mène. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une fuite en avant, en fait. Et à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se dire ok, j'ai atteint le nombre critique de restaurants qui font que ça supporte la tête de réseau et qu'on soit pérenne à l'avenir. Et c'est un modèle que vous avez donc envie de continuer, la levée de fonds ? Non. On a fait une dernière levée de fonds en 2023. Là, on a fait une deuxième partie de cette levée en 2025. Non, l'idée, c'est d'être le plus possible maintenant autonome parce qu'en fait, vu qu'on a beaucoup investi et que maintenant, on a une marque et un produit qui nous a l'air... Alors, c'est jamais parfait. On a encore beaucoup de travail, notamment au niveau de la communication. Mais par contre, on a quand même 14 ans qu'on investit, qu'on bosse. Là, l'idée, c'est plutôt d'exploiter ce travail et donc de moins construire, mais de plus développer et même en ce moment, dans une phase même plutôt de consolider. C'est-à-dire qu'on a créé un business model qu'on a mis du temps à créer. On a mis jusqu'à 2017 à vraiment trouver notre voie, quelque chose qui soit rentable et tout, avant vraiment de se développer. En 2017, on a commencé le développement, donc on est passé de 2 à 3 restos, puis on a ouvert des restos pendant chaque année jusqu'à 2025. Donc on est passé de 2 à 27 restos entre 2017 et 2025, je vais y arriver. Et donc forcément, quand vous avez un modèle qui fonctionne à 2 restaurants, le faire fonctionner à 27, c'est pas la même chose. Surtout quand vous avez ouvert comme ça, notamment les 3 dernières années, beaucoup de restaurants. La croissance coûte. Elle coûte en argent, elle coûte en temps, en attention. Et donc là, l'idée en ce moment aussi, c'est d'arriver à un moment donné, on va continuer le développement, mais peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est réorienter un peu nos ressources sur la consolidation des restaurants qu'on a ouverts pour améliorer, je parlais tout à l'heure rationalisation, améliorer nos KPIs et notre modèle dans chacun de nos restaurants pour être plus performants restaurant par restaurant. Une phase de consolidation qui suit une phase de croissance. Et après, on repartira avec une base plus performante, plus saine sur une nouvelle phase de croissance. Effectivement, il y a plusieurs chiffres clés qui sont hyper importants à suivre. Côté global, c'est quoi un petit peu les chiffres clés que vous suivez le plus ? Il y en a pas mal, il ne faut pas non plus se perdre trop dans les KPIs, mais forcément, on regarde la top line, donc le chiffre d'affaires. Et tout ce qui va avec dans les ventes, parce qu'on est multicanal, donc livraison et sur place importée, c'est important de faire le distinguo. Moi, j'aime beaucoup regarder le comparable à périmètre constant, ce qui veut dire de regarder le chiffre d'affaires qu'on faisait par rapport à celui de l'année dernière avec le même parc, c'est-à-dire en retraitant les effets de croissance externe, d'ouverture de restaurants, parce que si vous ouvrez plein de restaurants, mais que chacun des restaurants fait moins que l'année dernière, c'est pas cool. C'est un indicateur d'activité, donc on peut le segmenter donc par canaux de distribution, on peut le segmenter aussi en valeur et en volume. C'est important, c'est des basiques, mais c'est vrai que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Et ensuite, ça va être les KPIs dont je parlais tout à l'heure, donc la VPHE est quelque chose de très important chez nous, donc volume par heure équipier, donc le chiffre d'affaires réalisé dans le restaurant, divisé par le nombre d'heures planifiées, ce qu'il faut retraiter par rapport à la taille du restaurant, bien sûr, parce que plus on a un gros restaurant, plus naturellement c'est facile de faire une bonne VPHE, mais nous on essaye de l'apprécier au regard de la taille du restaurant. La marge, forcément, la marge avec tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire pas la marge comme ça, la marge avec la part de promotion, la part d'écart de rendement, de repas staff et compagnie, pour essayer de comprendre la marge et de voir comment elle est pilotée, marge théorique, marge réelle, et du coup les pizzas resto, bon, on revient toujours c'est la finalité de tout ce que je viens de dire avant. Donc là c'est des KPIs très business, très finance, très business, opérationnel, et à côté de ça il y a d'autres KPIs plutôt marketing qui sont le taux de fidélité, et puis tout ce qui va avec notre programme CRM en fait fidélité qu'on suit beaucoup. Donc nous on a plus de 30% de nos ventes qui sont faites sous programme de fidélité en surplace à importer, donc on essaie vraiment de regarder ça. Les notes sont super importantes, que ce soit Google ou même sur les plateformes de livraison. Et il y a aussi, alors ça c'est une moindre mesure, je ne regarde pas directement, les directeurs sont très incentivés sur tout ce qui est indicateur de livraison, le taux d'erreur, le taux de connexion, le taux d'attente, etc. Parce qu'en fait ça permet de mieux être placé sur les algorithmes. Donc c'est quelque chose qu'on regarde aussi. Et aussi notre centrale d'achat, qui est nous assez particulière, j'en ai pas parlé chez Burger, mais en fait nous on a créé une centrale d'achat, on achète toutes les denrées directement auprès de nos fournisseurs et on les revend à nos restaurants franchisés au propre. Donc il y a un camion qui arrive chez eux avec tout dedans, donc ça c'est assez unique. Et donc forcément il y a des KPIs liés à cette centrale qu'on doit piloter avec un taux de marge qui nous permet de payer les frais de transport et de logistique. Et ça c'est hyper important de regarder la santé de la centrale, que ce soit en termes de trésor ou de marge. Voilà, et c'est vrai que les KPIs pur RH, on les regarde moins. Ce que j'aime beaucoup regarder, c'est plutôt le résultat de mes entretiens biannuels. On fait 2 entretiens par an, nous. Et j'adore regarder, notamment au niveau de la tête de réseau, le quali et le quanti. Il y a un quanti qui est issu de notation et de voir l'évolution de la moyenne de notes sur certains critères. Ce qui permet d'avoir un peu le pouls. Et j'aimerais bien ça, que ce soit un peu plus d'ailleurs diffusé au sein du réseau. Et j'aimerais bien avoir ce pouls-là, mais pour tout le monde en fait. Donc il faudrait administrer un questionnaire, c'est assez simple en fait, mais on l'a jamais fait, auprès des équipes.
pour voir un peu le pouls du moment. Et ça, c'est jamais acquis de toute façon. Donc, même si c'est bien, en fait, ouais, c'est cool, mais dans 2 mois, ça peut être pas cool. Donc, en fait, il faut toujours s'en remettre en question. Ce que je dis, c'est que ça, c'est jamais, enfin, rien n'est jamais acquis, mais alors ça, encore moins, quoi. Et comment vous faites justement pour incentiver vos directeurs, superviseurs? Qui est incentivé sur quoi? Je pense qu'ils ne sont pas assez incentivés à date, mais ils sont incentivés quand même. Les superviseurs aujourd'hui ne sont pas incentivés, mais les directeurs le sont. On a tout essayé. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un truc très sérieux avec une vraie grille, mais c'est les superviseurs qui gèrent cette grille d'incentive, donc ils ont une prime trimestrielle qui est donnée à partir de certains indicateurs qui touchent un peu tout et qui sont, en fait, ils sont bordés et pas bordés parce qu'en fonction du restaurant, en fait, on peut pas mettre tous les restaurants sur un pied d'égalité. Donc on peut pas dire si tout le monde fait plus de, je sais pas quoi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, t'as tant de primes. En fait, ça c'est n'importe quoi. Donc il faut revoir par rapport aux caractéristiques du restaurant. Et donc ça, ils le font très bien. Ils ont un plan sur mesure, en fait, chacun. Il y a une partie qui est vraiment chiffrée, puis une partie qui est plus aussi au ressenti de la prestation du superviseur. Mais les directeurs sont incentivés via une prime trimestrielle. Je pense qu'on aura à gagner à plus incentiver tout le monde, même si on voit que la rémunération je pense, est moins le nerf de la guerre qu'avant. Il faudrait créer des incentives à l'avantage. Et donc, on parlait de la suite de votre développement. Toi, tu imagines BioBurger où dans 10 ans? 10 ans, c'est loin. 5 ans? 5 ans. 2 mois. Non, nous, on a un palier à passer, je dirais. Il y a eu plein de paliers qu'on a passés. Il y a toujours des paliers à passer. Mais le prochain, je dirais que là, on a atteint une taille qui est suffisante pour avoir quelque chose d'autonome, ce qui est cool. Par contre, on est encore fragile, je dirais. Mais ça, c'était connu. Je pense que n'importe quel réseau entre 20 et 30 restaurants, à part si c'était des énormes bouclards, nous on fait à peu près 1 million, 1,1 million par resto. Je pense qu'on arrivera à une phase plus costaud, on va dire plutôt, avec une 50aine de restaurants, par le fait qu'en fait une tête de réseau, il y a des charges incompressibles. Et du coup, même si on est autonome, en fait c'est peut-être un peu juste. Donc je me sentirai mieux et plus à l'aise et on pourra plus investir en fait aussi, plus prendre des décisions un peu plus culottées quand on aura 50 restos qu'aujourd'hui en fait. Voilà. Je pense que dans les 5 prochaines années, on y arrivera, oui. Donc c'est ça l'idée, on veut pas des croissances, l'idée c'est de croître... comme j'ai expliqué, de manière durable. On a toujours expliqué qu'il fallait qu'on soit lent, et en fait on s'est rendu compte malgré nous qu'on a été rapide entre 2022 et 2025, on a ouvert 15 restos en 3 ans. Et en fait là on voit que ouais, c'est cool, mais si on veut garder en fait une qualité globale de tout, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas qu'on aille plus vite que ça, quoi. Donc c'est bien de continuer à faire cette cadence sans trop se précipiter, pour construire quelque chose de pérenne. Et j'ai une dernière petite question qui va un petit peu plus loin que les RH, mais qui est plus sur votre marque employeur. Est-ce que vous avez une stratégie marque employeur? Tu disais que vous n'aviez pas trop de mal à recruter, mais je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est plus sur de l'acquisition client ou employé? Pour l'instant, on est vraiment acquisition client parce que c'est un de nos points faibles, je dirais, c'est la noto de la marque, donc on est vraiment client. Par contre, on l'a plus, mais on avait fait comme beaucoup de gens, on travaillait avec Welcome to the Jungle. Donc là, on a un peu travaillé avec eux, ce côté un peu marque employeur. Mais en fait, je pense que notre meilleure marque employeur, c'est le bouche à oreille. Que ce soit dans les restos, où il y a énormément d'équipiers qui sont ramenés par leurs potes. Alors je dis ça parce que j'habite à Strasbourg, mais c'est génial. À Strasbourg, on a 2 communautés. Une communauté sud-américaine, ou Amérique centrale, ils sont 8, je crois. Et une communauté iranienne. Donc ils sont pareil 5. Et c'est génial, en fait, ils sont tous ramenés les uns les autres. Et ça, c'est une forme de marque employeur, parce que si les équipiers ramènent des potes, alors je parle de ces communautés-là parce que du coup ça se remarque. Et après, c'est partout pareil. Donc en fait, notre meilleure marque employeur, c'est ça, c'est le bouche à oreille des équipes qui ramènent leurs potes. Alors, faut attention aux potes, parce qu'il faut pas qu'ils soient trop potes non plus, mais c'est plutôt positif. Et pareil, en tête de réseau aussi, ça a marché de cette manière-là aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le bosse, ça va avec notre philosophie. C'est qu'en fait, vu que c'est bien de bosser chez BioBurger, les gens en parlent autour d'eux et puis ça ramène du monde, quoi. Il n'y a pas eu de vraie réflexion de se dire, demain, il faut qu'on bosse notre marque employeur. Non, on s'est jamais posé cette question. Parce que justement, vous recrutez facilement. Pour l'instant, oui. Encore une fois, rien n'est jamais acquis. C'est sûr. Super, merci beaucoup Louis. Merci à toi Julie. Je voulais te poser une question, mais je me suis dit peut-être que ça n'a pas trop sa place dans le podcast, mais je voulais savoir, qu'en est-il du OnlyFans de BioBurger? Si, on peut en parler. Franchement, on peut en parler. J'ai vu aussi, côté marketing, que vous étiez assez audacieux, qu'il y a quelques semaines, tu avais posté sur LinkedIn que BioBurger avait sorti un OnlyFans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première question que j'ai là-dessus. En fait, comme je l'ai dit, la com et le marketing, c'est pas forcément là où on a excellé avec Anthony, donc on a beaucoup bossé dessus. On a arrivé à créer une belle image de marque sur les 2-3 dernières années à force d'une belle étude, on s'est bien entouré et compagnie. Bon, ça c'est chouette. Et ce qui nous manque vraiment, maintenant qu'on a cette belle image de marque, c'est la diffuser. Et donc là, cette année, on s'est entouré d'une agence de com, c'est la première fois. Et en fait, le problème de BioBurger, c'est hyper important à comprendre ça.
c'est que quand quelqu'un passe devant BioBurger, il pense que c'est chiant, que c'est végé, que c'est cher, principalement ça quoi. Végé, vegan, chiant et cher, enfin la bio quoi. Pourquoi ? Oui. Parce que bio. BioBurger. Et en plus nos devantures sont vertes. Bon, ça c'est encore autre chose, mais... Donc maintenant on a le code couleur qui est orange, crème et aussi un peu vert. Mais le constat c'est quoi ? C'est qu'en fait, quand on rentre en contact avec la marque BioBurger, on a grosso modo cette image-là qui vient. On n'a jamais le food porn qui vient. Alors que nos burgers, ils sont food porn. C'est des putains de bons burgers qui dégoulinent. On peut se faire des doules, on peut se péter le bide chez BioBurger, mais bien salement. Donc tu vois où je veux en venir. C'est que l'agence de com, elle a dit, ok, en fait on va caricaturer le truc, food porn, et on va jusqu'au bout du truc. Alors forcément, oui, ça pose question, et on a eu des critiques, et il y a des franchisés qui n'étaient pas contents. Mais en fait, l'idée, c'est de caricaturer le truc en disant, putain, mais BioBurger, c'est food porn, donc on crée un compte OnlyFans. Et on balance des visuels qui reprennent l'imaginaire un peu food porn, voire porn tout court, mais de manière un peu subtile, pour créer un petit peu ce que je viens d'expliquer, quoi, pour raconter cette histoire, en fait. C'était ça l'idée. Et on est plutôt content de ce que ça a donné, et c'est vrai que ça a créé des questionnements, on s'est dit, mais... BioBurger, ils sont bio, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre chez OnlyFans ? Enfin, il y en a qui n'ont rien compris. Donc c'était audacieux. On est en train de voir, là on va avoir un rendu dans pas longtemps pour voir ce que ça a donné. C'était une campagne 100% digitale, il n'y avait rien en restaurant. Mais voilà, c'est la première fois qu'on fait une vraie campagne digitale. C'est pas la dernière, on va pas filer le truc longtemps, ça va être un one shot, on va pas associer l'image de BioBurger à OnlyFans pour toujours. C'est juste une campagne. Il y aura une prochaine campagne en automne. Mais voilà, l'idée de BioBurger, notre problématique, c'est ça. Et on a une deuxième problématique qui est inverse. C'est qu'une fois que la personne est rentrée en contact, qui est venue manger chez nous, en fait, c'est l'inverse. C'est que toutes nos valeurs, tout ce qu'il y a de bien chez nous, le 100% bio, le 100% frais, le sourcing et tout, ils sont pas assez au courant de ce qu'on fait. Ils se rendent pas compte de ce qu'il y a dans leur assiette, le niveau de valeur que ça a. Parce qu'on communique pas assez en resto, parce que le temps de cerveau, entre guillemets, disponible, excusez-moi, des gens quand ils viennent manger chez nous, il est pas si énorme. Et en fait, on a du mal à exprimer tout ce qu'on est. C'est pour ça qu'on aime bien aussi faire des podcasts et du temps long derrière pour exprimer tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est deux problématiques qui sont opposées, qui sont pas au même moment de consommation et qu'on essaye de travailler de manière différente. Super, merci beaucoup Louis. Je t'en prie, merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt.